Un loup immense émergea seul du blizzard, en boitant. Sa fourrure était agglutinée par le givre et le sang séché. Il n'aurait pas dû survivre. Mais au plus profond de la forêt glaciale, dans une maison de campagne abandonnée, gisait un vieil homme, laissé là pour mourir par son propre fils. Personne ne vit la bête s'approcher du seuil. Personne ne croyait qu'un prédateur reviendrait pour sauver un homme. Mais il se souvenait de cette odeur, et il se souvenait de ce que signifiait recevoir une seconde chance. Ce qui s'est passé ensuite vous fera pleurer et croire que même les âmes oubliées du monde peuvent se réchauffer mutuellement. Le ciel au-dessus de cette côte sauvage de Bretagne, ce jour-là, ressemblait à une vieille toile délavée, imprégnée de l'eau glaciale de la mer d'Iroise, grise et lourde, prête à s'effondrer sur la terre en un linceul de silence blanc. Le vent, perçant et mauvais, sifflait à la cime des pins séculaires, comme pour avertir d'un malheur imminent. Mais un SUV noir aux plaques parisiennes se frayait obstinément un chemin à travers les congères, laissant derrière lui de profondes ornières, comme des cicatrices sur le corps de la nature vierge. Le véhicule s'arrêta devant le portail chancelant d'une ancienne scierie, érigée à l'extrême pointe d'une presqu'île rocheuse que les habitants du coin appelaient le Cap du Silence. Le moteur s'éteignit, et un silence cotonneux enveloppa instantanément les environs, seulement troublé par le crépitement du métal qui refroidissait et la respiration lourde des deux hommes assis à l'intérieur. Jean Dubois, un septuagénaire dont la posture, malgré le poids des années et des pertes, restait droite comme le manche d'un violoncelle, détacha lentement sa ceinture de sécurité. Son visage, sillonné de rides profondes, ressemblait à une carte topographique où chaque ligne marquait soit une année de labeur minutieux, soit l'amertume d'une perte. Ses yeux, de la couleur de la noisette passée, regardaient le monde avec une sagesse tranquille, presque stoïque. Le plus remarquable dans son apparence étaient ses mains, larges, aux articulations noueuses, mais étonnamment soignées, avec des pulpes de doigts sensibles qui, pendant des décennies, avaient redonné vie à des violons anciens. Ses mains reposaient maintenant calmement sur ses genoux, ne trahissant en rien la tempête intérieure. Il portait un vieux pardessus en drap, hérité d'une autre époque, et une écharpe tricotée qui sentait la lavande et la poussière, dernier cadeau de sa défunte épouse. À côté de lui, tapotant nerveusement le volant en cuir de ses doigts, était assis Stéphane, son fils unique. Stéphane était l'antithèse de son père. Un homme de 40 ans au visage blafard et bouffi, sur lequel s'imprimaient les traces du stress chronique et des excès de la vie citadine. Vêtu d'une doudoune italienne à la mode mais totalement inadaptée à l'hiver breton, il frissonnait constamment, et ses yeux fuyants et larmoyants évitaient le regard direct de son père. Stéphane était un homme que l'argent avait corrompu avant même qu'il n'ait eu le temps de le gagner. Son caractère était un mélange de lâcheté et de cupidité, dissimulé sous un masque d'homme d'affaires affairé. Et maintenant, ce masque se fissurait. « Et voilà, papa, nous sommes arrivés, » dit Stéphane, s'efforçant de donner à sa voix une jovialité qui sonnait aussi faux qu'une corde désaccordée. « L'air ici, tu vois bien, c'est thérapeutique. Parfait pour tes poumons. » Le médecin l'aurait confirmé. Il sauta vivement de la voiture, comme si le siège sous lui était en feu, et commença à décharger les quelques affaires de son père, une vieille valise élimée, une caisse d'outils et un étui contenant un violon fêlé. Jean sortit à son tour, s'appuyant sur sa canne. L'air froid lui brûla les poumons, une odeur de conifères, d'humidité et de bois pourri. La vieille maison, qui avait autrefois servi d'atelier à son propre père, se dressait en silhouette sombre sur fond de ciel de plomb. Le toit était affaissé par endroits, les fenêtres barricadées, et le porche grinçait, se plaignant de sa solitude. Stéphane posa la valise directement dans la neige et, sans regarder son père, se mit à débiter son discours. « J'ai mis les provisions dans l'entrée. Il y a des lentilles, des conserves. Pas grand-chose, mais ça suffira pour le début. Tu sais, j'ai une affaire urgente à Paris, les créanciers me pressent. Je dois repartir tout de suite. Mais ne t'inquiète pas, dans 2 jours, 3 au maximum, un camion arrivera avec des provisions, du bois et tes médicaments. J'ai tout payé, parole d'honneur. » Jean regardait son fils et voyait clair en lui. Il savait qu'aucun camion ne viendrait. Il savait que l'appartement parisien, qu'il avait mis au nom de Stéphane pour une prétendue optimisation fiscale, était déjà en vente. Et ce voyage n'était pas un souci pour sa santé, mais un exil. Pourtant, il ne discuta pas. À son âge, quand la mort se profile déjà à l'horizon, il est humiliant de s'accrocher à ceux qui veulent se débarrasser de vous. « Vas-y, Stéphane, » dit doucement Jean, et sa voix, profonde et égale, fit sursauter son fils. La route se couvre,
tu n'arriveras pas avant la nuit. Stéphane, marmonnant un adieu confus et n'osant toujours pas étreindre son père, sauta dans le SUV. Le moteur rugit, projetant de la neige, et la voiture démarra en trombe, laissant le vieil homme seul au milieu du silence blanc. Lorsque les feux arrière rouges se furent dissous dans le crépuscule, Jean se retrouva seul avec le vent et la conscience que sa vie dans le monde civilisé était terminée. Il souleva la lourde caisse d'outils, la seule chose qui avait une réelle valeur pour lui, et monta sur le porche grinçant. La porte, gonflée par l'humidité, ne céda pas immédiatement, mais lorsqu'elle s'ouvrit, une odeur de résine stagnante, de vieux copeaux et de poussière l'enveloppa. C'était l'odeur de son enfance, l'odeur de l'atelier de son père, un menuisier sévère mais juste qui avait appris au petit Jean à respecter le bois. À l'intérieur, il faisait aussi froid que dehors. Jean alluma une lampe de poche. Le faisceau de lumière arracha à l'obscurité un établi couvert d'une épaisse couche de poussière, un poêle en fonte rouillé et des étagères vides. Il vérifia le sac laissé par son fils, 1 kilo de lentilles, un paquet de thé bon marché et 3 conserves de canard confit. Pour 1 mois, ricana-t-il amèrement. Il m'a laissé de quoi manger pour 3 jours. La colère aurait pu le réchauffer, mais à la place, une clarté froide et calculatrice s'installa. S'il cédait au désespoir, il mourrait cette nuit même. Jean s'approcha du vieil établi et passa la main sur la surface rugueuse. Le bois répondit, comme s'il reconnaissait la main du maître. Les mots de son père lui revinrent en mémoire, les temps changent, Jean, les gouvernements changent, mais l'hiver ici est toujours le même. Si un jour sombre arrive, cherche là où se trouve la racine. Le vieil homme s'agenouilla en grimaçant de douleur dans ses articulations et commença à sonder le plancher sous l'établi. Le son était sourd, mais à un endroit, près du mur, une planche résonna d'un vide à peine audible. Utilisant un ciseau de sa caisse, Jean souleva la latte. Les clous, rouillés par le temps, cédèrent en grinçant. Sous le plancher se trouvait une petite caisse doublée de zinc, une cachette que son père avait aménagée dans les années 70, craignant une guerre ou une famine. Les mains tremblantes, Jean ouvrit le couvercle. À l'intérieur, soigneusement enveloppés dans du papier huilé, se trouvaient des trésors plus précieux que l'or, plusieurs boîtes d'allumettes de chasse résistantes à l'humidité, une bouteille de pétrole, une hache d'un excellent acier et une dizaine de conserves de canard confit dont la date de péremption semblait éternelle. « Merci, papa » murmura Jean. C'était sa première petite victoire sur la mort. Vers le soir, le temps se dégrada brusquement. Le vent se transforma en véritable ouragan, projetant des poignées de grésil contre les fenêtres. La vieille maison gémissait et craquait, comme une créature vivante en souffrance. Jean alluma le poêle avec des chutes de planches trouvées. La cheminée fut capricieuse au début, recrachant la fumée dans la pièce, mais bientôt le feu vrombit, et une chaleur vivifiante commença à se répandre lentement dans le local glacial. Le vieil homme se prépara un thé fort dans une tasse en fer blanc, y réchauffant ses doigts gourds. Assis sur un tabouret, il regardait les reflets dansants des flammes et pensait que la solitude ici avait un autre goût, non pas mélancolique comme dans son appartement parisien, mais majestueux et redoutable. Soudain, à travers le hurlement du vent, il entendit un son qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Ce n'était pas le grincement du bois ni le claquement d'un volet. C'était le craquement de la neige sous des pas lourds et prudents. Les pas étaient souples, mais assurés. Il s'approchait de la maison, venant de la forêt. Jean éteignit sa lampe, ne laissant que la lueur tamisée de la porte entr'ouverte du poêle, et s'approcha de la fenêtre. Le verre était couvert de givre, mais il souffla un petit trou et y colla son œil. Dehors, la tempête faisait rage. Le monde s'était transformé en un chaos de tourbillons blancs et d'ombres noires. Mais juste devant la maison, à la frontière de la lumière et de l'obscurité, se tenait une bête. Ce n'était pas un chien errant comme on en voit beaucoup près des zones pavillonnaires. C'était un loup, énorme, avec une poitrine puissante et un garrot haut. Il se tenait immobile, comme sculpté dans le granit gris. Même à travers le verre trouble et le rideau de neige, Jean pouvait distinguer ses contours. Une oreille était légèrement déchirée, et sur son flanc, on voyait une cicatrice où le poil poussait de travers. La bête ne grognait pas, ne grattait pas à la porte. Elle se tenait là, simplement, et regardait la maison d'où s'échappait de la fumée. Ses yeux, 2 feux jaunes, brillaient dans l'obscurité d'une intelligence froide et évaluatrice. Il n'y avait pas en eux la fureur du prédateur qui voit sa proie, mais plutôt la curiosité sombre du maître découvrant un intrus sur son territoire. Jean, un homme qui avait passé sa vie à côtoyer la beauté raffinée de la musique et du bois,
se trouvait pour la première fois face à une force aussi sauvage et primitive. La peur, poisseuse et froide, toucha son cœur, mais fut aussitôt remplacée par un étrange sentiment de respect. Il comprit que cette bête n'était pas l'invité. C'était lui, Jean, qui était l'invité. Le loup leva lentement la tête, flairant l'odeur de la fumée, puis, comme s'il avait décidé que le vieil homme ne représentait pas encore une menace, il se retourna et se fondit silencieusement dans le blizzard, ne laissant derrière lui qu'une sensation de présence étrangère qui, désormais, accompagnerait Jean en permanence. Le vieil homme s'éloigna de la fenêtre, s'enveloppa plus étroitement dans son pardessus et posa à côté de lui sur le banc la hache de son père. La nuit sur le cap du silence ne faisait que commencer, et elle promettait d'être longue. Le matin sur le cap du silence n'arriva pas avec le lever du soleil, mais avec un lent et pénible estompement de l'obscurité nocturne en une brume grise et sans vie. Le vent, qui avait fait rage toute la nuit, s'était enfin calmé, laissant derrière lui un silence assourdissant qui pesait sur les oreilles plus fort que le fracas de la tempête. Jean Dubois ouvrit les yeux, sentant comment le froid, infiltré par les fentes de la vieille maison, avait engourdi ses articulations d'une carapace de glace. Chaque mouvement était difficile, exigeant un effort de volonté, mais le vieil homme se força à se lever. Il savait que s'il laissait son corps se détendre, s'il cédait à ce désir traître de se pelotonner sous la vieille couverture et de s'endormir, il pourrait ne plus se réveiller. La première chose qu'il fit fut de vérifier le poêle. Les braises rougeoyaient encore d'une faible lueur rubis. Après avoir jeté quelques bûches, Jean s'approcha de la fenêtre et gratta le givre avec ses ongles. Le monde extérieur avait changé au point d'être méconnaissable. Tous les angles étaient adoucis, toutes les aspérités cachées sous une épaisse couche de neige vierge et pure qui scintillait sous la faible lumière, comme une poussière de diamants éparpillés. Mais un détail rompait l'idylle du paysage hivernal, faisant manquer un battement au cœur du vieil homme. Juste sous la fenêtre, sur la neige fraîche, une chaîne d'empreintes était clairement visible. Elles étaient énormes, de la taille d'une paume humaine, profonde et assurée. Ce n'étaient pas les sauts chaotiques d'un lièvre ni la course affairée d'un renard. C'était l'itinéraire d'un prédateur qui avait patrouillé tout le périmètre durant la nuit, étudiant son nouveau voisin. Jean enfila son pardessus, prit la hache de son père, plus pour se rassurer que pour une défense réelle, et sortit sur le porche. L'air glacial était sec et piquant. Il assécha instantanément l'humidité dans son nez. Le vieil homme descendit les marches et s'accroupit près des traces. L'œil expert d'un homme qui avait grandi dans cette région identifia sans erreur le propriétaire des empreintes. Un loup. Un solitaire. À en juger par la profondeur de la trace, la bête était lourde, un mâle expérimenté, mais un détail sautait aux yeux. L'empreinte de la patte arrière droite était légèrement floue, moins profonde que les autres. La bête ménageait sa patte. Il était estropié, tout comme Jean lui-même, rejeté sur le bas-côté de la vie. Alors, nous sommes deux éclopés, toi et moi, murmura Jean dans le vide, et la buée de son souffle se dissipa dans l'air. Il rentra dans la maison, ressentant un étrange mélange d'anxiété et d'excitation. La peur avait cédé la place à l'action. Il devait fortifier sa forteresse. Toute la journée, Jean se consacra au travail, s'efforçant de ne pas penser à la trahison de son fils et au fait que la nourriture restante était catastrophiquement insuffisante. Il trouva dans la remise de vieilles planches noircies par le temps et de longs clous rouillés. Ses mains, habituées au travail le plus fin sur les archets et les tables d'harmonie, enfonçaient maintenant avec une force brute les clous dans le bois gelé, colmatant les fentes des fenêtres et renforçant la porte d'entrée fragile. Pendant son travail, Jean ne parlait pas à lui-même, ce qui aurait été le premier signe de la folie qu'il redoutait, mais au bois. Pour lui, le bois avait toujours été une substance vivante, dotée d'une mémoire et d'une âme. « Patience, mon vieux pain », marmonnait-il en ajustant une latte sur le cadre déformé. « Je sais, les clous sont rouillés, ça fait mal, mais au moins le vent ne passera plus. Nous avons besoin de chaleur, toi et moi, sinon nous pourrirons avant l'heure. » Ce monologue révélait son lien profond, presque mystique, avec son métier. Il percevait la maison non comme une construction, mais comme un patient nécessitant des soins. En déblayant un amoncellement dans un coin de l'atelier, sous un tas de vieux journaux et de chiffons, Jean tomba sur un objet qui le fit s'immobiliser. C'était un violon. Pas l'instrument qu'il avait apporté, mais un autre, un simple violon d'études français, probablement oublié là par son père ou un invité un demi-siècle plus tôt. La table d'harmonie était fissurée, le manche tordu, et les cordes, rompues depuis longtemps, s'enroulaient en triste spirale. Jean le souleva avec précaution, comme un enfant,
souffla la poussière et le posa sur l'établi. « Toi aussi, on t'a abandonné ?» dit-il doucement en caressant le flanc verni. « Ne t'en fais pas, nous avons beaucoup de temps maintenant, et je vais te soigner. » Cette découverte devint pour lui une ancre, un sens qui dépassait la simple survie. Le milieu de la journée n'apporta pas de redoux, mais un changement de lumière. Le soleil, suspendu bas à l'horizon, teinta la neige de ton jaune pâle. C'est alors qu'il apparut. Jean le sentit avant de le voir, comme si l'air lui-même s'était densifié, électrisé. Il leva les yeux de son établi et regarda par la fenêtre. Sur la crête d'une arête rocheuse, à une 50aine de mètres de la maison, il se tenait. Gris. Maintenant, à la lumière du jour, Jean pouvait l'examiner dans les moindres détails. Ce n'était pas juste un loup, c'était un monument à la nature sauvage, usé par le temps et les combats. Son pelage avait une couleur complexe, une base gris sale avec des reflets argentés sur le garrot et une bande presque noire le long de l'échine. Mais la fourrure était emmêlée par endroits, et sur le flanc gauche, on voyait une vieille cicatrice glabre, la marque d'un piège ou des crocs d'un rival. Une oreille était déchirée en deux, donnant à sa gueule une expression féroce de bandit. Mais le plus effrayant et le plus captivant étaient ses yeux, d'un ambre vif, presque jaune. Il fixait Jean avec une rationalité troublante. La bête se tenait là, le poids sur ses pattes avant, ménageant clairement sa patte arrière droite. Il était maigre. Ses côtes se dessinaient sous son manteau d'hiver. Mais sa posture ne trahissait aucune supplication, seulement la dignité fière et froide d'un roi déchu. Lentement, en s'efforçant de ne pas faire de mouvements brusques, Jean s'éloigna de la fenêtre. Il se dirigea vers ses maigres provisions. Dans une boîte trouvée dans la cache de son père, il y avait de la morue séchée, dure, salée, presque pétrifiée. Pour des dents humaines, c'était une épreuve, mais pour une bête, un salut. Jean prit un poisson, dur comme une bûche. Il comprenait qu'il faisait quelque chose d'irrationnel. Donner de la nourriture à un prédateur quand on est soi-même au bord de la famine était une folie. Mais son intuition lui disait que c'était nécessaire. Ce n'était pas un acte de miséricorde, mais un geste diplomatique, l'établissement de règles. Il ouvrit la porte. L'air froid le frappa au visage. Le loup sur la crête se tendit. Le poil de son échine se hérissa légèrement, mais il ne s'enfuit pas. Jean sortit sur le porche, prit son élan et lança le poisson. Il décrivit un arc et tomba dans la neige à une 20aine de mètres de la maison, loin du porche, mais aussi loin de la forêt. « C'est pour toi » cria Jean, et sa voix sonna rauque et étrangère dans le silence glacial. « Ne t'approche pas plus. Ici, c'est mon territoire. Là-bas, c'est le tien. » Il n'attendit pas la réaction de la bête. Il savait qu'un loup n'est pas un chien. Il n'allait pas accourir en remuant la queue pour une aumône. Jean retourna dans la maison et referma bruyamment le verrou. Son cœur battait quelque part dans sa gorge. À travers une fente des volets, il observait. Le loup resta immobile pendant encore une dizaine de minutes, comme pour vérifier que ce n'était pas un piège. Puis il commença à descendre. Il se déplaçait étrangement, comme une ombre à midi, glissant sur la neige malgré sa claudication. Il s'approcha du poisson, le renifla, leva un instant les yeux vers la fenêtre où se cachait l'homme, puis saisit la proie de ses puissantes mâchoires et, sans se retourner, disparut dans la forêt. La soirée se passa dans une attente anxieuse. Jean alimentait le poêle, buvait de l'eau bouillante santé pour économiser, et tentait de redresser le manche du violon trouvé au-dessus de la vapeur. Le silence était pesant. Il lui semblait que les murs de la maison écoutaient ses pensées. La nuit, il dormit à peine, sursautant à chaque craquement de branches sous l'effet du gel. Il rêva de Paris, de la salle de concert de l'Opéra Garnier où il avait autrefois travaillé comme maître luthier. Mais au lieu de la musique, de la scène s'élevait un hurlement de loup, et les spectateurs dans la salle avaient des visages couverts de neige. Il se réveilla tôt, la tête lourde et le dos endolori. La journée s'annonçait aussi grise que la précédente. Après son rituel habituel d'allumage du poêle, Jean sortit pour remplir un seau de neige pour faire de l'eau, et se figea. Au même endroit où était tombé le poisson la veille, quelque chose gisait. D'abord, il crut que c'était juste une motte de neige sale tombée d'une branche. Mais en s'approchant, il vit que c'était la carcasse d'un lièvre variable. Le lièvre n'était pas entier. La partie arrière avait été mangée, les entrailles retirées. La neige alentour était imprégnée de sang, qui avait déjà gelé en cristaux rubis. Mais la partie avant,
avec sa fourrure épaisse et chaude et une quantité décente de viande sur les omoplates, était intacte. Jean regarda autour de lui. La forêt se dressait comme un mur, gardant ses secrets. Nulle part on ne voyait l'ombre grise. Mais Jean savait que Gris était là, quelque part, en train d'observer. C'était une réponse. Une réponse cruelle, sanglante, mais honnête de prédateur. Tu m'as nourri, je te nourris. Nous sommes quittes. Aucune gratitude, seulement la loi sèche de la survie. Une dette payée. Jean se pencha et ramassa la carcasse. Elle était déjà rigide. Pour un citadin, ce spectacle aurait été répugnant, mais Jean y voyait tout autre chose. Il y voyait la possibilité de vivre un jour de plus. Et il voyait aussi la peau, une fourrure douce et dense. Des semelles, pensa-t-il. Ça fera d'excellentes semelles chaudes pour mes bottes. Il rentra dans la maison, portant le lièvre ensanglanté comme un trophée. À cet instant, il comprit que sa solitude avait cessé d'être absolue. Ils étaient désormais deux vieillards, rejetés de leurs meutes respectives, ayant conclu un pacte tacite de non-agression à la frontière de la lumière et de l'obscurité. Jean posa le lièvre sur la table à dépecer et, pour la première fois depuis des jours, ressentit non pas la peur, mais une étrange et presque oubliée sensation de calme assurance. Il sortit un couteau, en testa la lame du doigt et se mit au travail, fredonnant un motif du deuxième concerto de Rachmaninoff. Une longue journée l'attendait, mais il avait maintenant un but, un instrument à réparer, et un voisin qui, bien que capable de lui trancher la gorge, s'était avéré plus honnête que son propre fils. Les jours au cap du silence s'écoulaient, visqueux et monotones, comme la résine se figeant dans le froid. Chaque aurore ne différait de la précédente que par le nombre de cheveux blancs sur la tête de Jean Dubois et l'épaisseur de la couche de neige qui continuait lentement mais sûrement à ensevelir l'ancienne Syrie. Cependant, dans ce rythme monotone de survie, une nouvelle note était apparue, fine et vibrante comme une corde tendue. Un lien invisible entre l'homme et la bête, qui se renforçait à chaque morceau de poisson mangé et à chaque nuit surmontée. Gris, comme le vieil homme avait mentalement baptisé le loup, était devenu une partie du paysage, une constante dans l'équation de la solitude. Chaque matin, dès que Jean sortait sur le porche avec son seau pour la neige, il voyait à la lisière de la forêt la silhouette grise. Le loup ne s'approchait pas, mais ne partait pas non plus. Il observait, simplement. Et dans cette présence silencieuse, il y avait plus de sens que dans toutes les conversations vides que Jean avait eues ces 10 dernières années à Paris. Une énigme commença à tourmenter le vieil homme, où la bête allait-elle pendant la journée? La logique d'un loup est simple, économiser l'énergie, dormir, digérer. Mais Gris, chaque jour, avec la persévérance d'un mécanisme d'horlogerie, empruntait le même sentier en direction des falaises abruptes à l'extrémité nord de la presqu'île, là où le vent était le plus mordant et les rochers plus noirs que la nuit, pour ne revenir qu'au crépuscule. Le troisième jour, alors que le ciel s'éclaircissait un peu et qu'un soleil pâle et froid illuminait le désert de glace de la mer d'Iroise, la curiosité l'emporta sur la prudence. Jean se prépara à partir. Il enfila tous les vêtements chauds qu'il possédait, enveloppa ses bottes de morceaux de vieux feutre trouvés dans l'atelier pour ne pas glisser sur les rochers, prit un long bâton en guise de canet, bien sûr, la hache de son père à la ceinture. « Alors, vieil idiot » marmonna-t-il en verrouillant la porte. « Allons chercher je ne sais quoi. Peut-être trouverons-nous notre mort, ou peut-être un sens. » Les traces de Gris étaient nettes, de profondes tranchées dans la neige durcie qui avait déjà commencé à geler sur les bords. Marcher était incroyablement difficile. La neige, qui semblait être une couverture uniforme, cachait en réalité des trous perfides, des chablis et des pierres acérées. Les poumons de Jean brûlaient, son cœur battait dans ses tempes comme un marteau sourd, lui rappelant son âge, les pilules restaient dans cette autre vie, et le fait qu'il commettait peut-être sa dernière erreur. Mais il marchait, guidé par un instinct qui s'était réveillé en lui avec la première inspiration d'air glacial, l'instinct de l'explorateur qui l'avait autrefois poussé à démonter les violons des grands maîtres pour comprendre le secret de leur âme. Le sentier serpentait entre des sapins séculaires, contournait d'énormes rochers couverts de lichen et le mena finalement au pied d'une falaise de granit qui s'élevait au-dessus de la mer comme le bastion d'une forteresse déchue. Là, à un endroit où la roche formait une poche naturelle protégée des vents dominants, Jean vit quelque chose qui le fit essuyer ses lunettes embuées. Au milieu de ce royaume de blanc et de gris, de glace et de pierres mortes, une tache de vie était visible. La neige au pied de la falaise ne formait pas une couche uniforme. Elle était affaissée, humide, et par endroits totalement absente, dévoilant une terre sombre et fumante.
Une vapeur blanchâtre montait le long de la paroi de granit, comme si la montagne respirait. Jean s'approcha, sentant la boue clapoter sous ses pieds, un son impossible pour un mois de janvier en Bretagne. La source de chaleur était cachée sous un amoncellement de pierres et, plus surprenant encore, sous une structure massive de verre épais et troublé de métal, encastrée directement dans le corps de la falaise. Cela ressemblait à la tourelle d'un sous-marin ou à un bunker, à moitié enseveli sous un éboulis par le temps. Les vitres étaient sales, couvertes de coulures, mais intactes. C'était du verre armé industriel, capable de résister à l'onde de choc d'une explosion, et bien plus encore à la pression de la neige. Bonté divine, souffla Jean, s'appuyant sur son bâton. Devant lui se trouvait une serre géothermique troglodytique. Une création d'ingénierie géniale, probablement construite par son grand-père ou l'un des premiers colons qui connaissaient les secrets des failles géothermiques de ces lieux. La terre ici se chauffait elle-même, nourrie par le souffle d'un volcan endormi quelque part en profondeur, ou simplement par une source chaude. Soudain, de petites pierres tombèrent d'en haut. Jean leva la tête. Au sommet de la falaise, à une dizaine de mètres au-dessus de lui, était couché Gris. Le loup se fondait si parfaitement avec le granit que, sans le mouvement de ses oreilles et l'éclat jaune de ses yeux, on aurait pu le prendre pour une partie du relief. La bête ne grognait pas. Il regardait Jean de haut en bas avec une expression de supériorité calme, presque ennuyée. Il avait conduit l'homme ici non pour le manger ni pour se lier d'amitié, mais pour lui montrer la source de chaleur, comme un maître de maison montre à un invité où se trouve le bois de chauffage, avec un pragmatisme austère. « Tu savais » murmura Jean en s'adressant à la bête. « Depuis le début, tu savais où se trouvait le cœur de cette terre. » Gris bâilla, dévoilant une rangée impressionnante de crocs blancs, et posa sa tête sur ses pattes, continuant son observation. C'était une permission. Jean se mit à chercher une entrée. La porte se trouvait sur le côté. C'était une lourde trappe, recouverte de fer rouillé, presque entièrement cachée sous des accumulations de terre et de glace. Le vieil homme dut utiliser sa hache. Il brisa la glace compactée, écarta les pierres, s'arracha les ongles mais ne sentit pas la douleur. L'excitation de la découverte faisait circuler le sang dans ses veines plus vite que n'importe quel médicament. Quand les charnières cédèrent enfin avec un grincement répugnant, de l'ouverture s'échappa une odeur si dense et concentrée de terre humide, de soufre et de feuilles en décomposition que Jean en eut la tête qui tournait. C'était l'odeur du printemps, conservée dans la pierre. Jean alluma sa lampe de poche et entra. Le faisceau de lumière fendit la pénombre humide, arrachant à l'obscurité des scènes dignes d'un roman fantastique. La pièce était petite, allongée le long de la falaise, avec un plafond bas soutenu par des poutres en acier. La paroi de verre, orientée au sud, bien qu'actuellement recouverte de neige à l'extérieur, laissait passer la lumière, créant un effet de serre. Mais le principal trésor était sous ses pieds. Dans des rigoles de pierre remplies de terre noire et grasse, la vie prospérait. Ce n'étaient pas des tomates ou des concombres de culture. C'était un monde sauvage et ancien qui régnait ici. Les murs étaient recouverts d'une épaisse couche de mousse émeraude. Des racines pendaient du plafond, et dans la plate-bande centrale, étalant des feuilles charnues et dures, poussaient des buissons aux rhizomes épais et noueux qui sortaient du sol. Jean s'agenouilla, n'en croyant pas ses yeux. Il connaissait cette plante. Son père l'appelait la rhodiole rose. Le légendaire adaptogène du Nord, capable de redonner des forces à un mourant, de guérir les blessures et de chasser le froid des os. « Te voilà donc caché !» murmura Jean, touchant une feuille dure de ses doigts tremblants. Les plantes semblaient sauvages, vieilles, mais pleines de sève. Dans un coin de la serre, il remarqua une petite flaque où l'eau bouillonnait. La fameuse source géothermique qui empêchait cet endroit de geler. L'eau sentait les œufs pourris, le sulfure d'hydrogène, mais elle était chaude. Jean comprit qu'il n'avait pas seulement trouvé un abri contre le vent, il avait trouvé une pharmacie et une batterie. Avec cette racine, il ne se contenterait pas de survivre, il conserverait sa raison et ses forces. Avec précaution, en essayant de ne pas endommager le rhizome principal, il coupa un petit morceau de racine avec son couteau. Sur la coupe, elle brillait effectivement d'un éclat doré et dégageait un subtil parfum de rose mêlé à l'amertume de la terre. C'était un miracle. Pas un miracle divin, mais un miracle naturel, brut et honnête de la survie. Le vieil homme passa environ une heure dans la serre, simplement assis sur une pierre chaude, s'imprégnant de la chaleur humide, laissant ses articulations douloureuses se reposer. Il lui semblait que le temps lui-même s'écoulait différemment ici. Quand il sortit enfin,
Le soleil commençait déjà à décliner, peignant le ciel de tons pourpres inquiétants. Le gel s'agrippa immédiatement à ses vêtements mouillés, lui rappelant qui était le vrai maître des lieux. Jean leva la tête. Gris avait disparu. La falaise était vide. Le loup était parti, ayant accompli son étrange mission de guide, laissant l'homme avec sa trouvaille. Le chemin du retour fut plus facile, malgré la fatigue. Dans la poche de Jean se trouvait un morceau de racine dorée, et dans son âme, un espoir grandissait, aussi chaud que l'eau de cette source. De retour à la maison, la première chose que fit Jean fut de préparer une tisane de rhodiola rose. Il coupa la racine en fines lamelles dans de l'eau bouillante, y ajouta quelques aiguilles de pin pour la vitamine C. L'odeur qui emplit l'atelier était étrange, amère, âpre, mais incroyablement attrayante. En prenant la première gorgée, il sentit une chaleur se répandre dans son corps, pas seulement une chaleur de température, mais une énergie. Son cœur se mit à battre plus régulièrement. Le brouillard dans sa tête se dissipa. Il regarda le violon posé sur l'établi. Maintenant, il aurait la force de s'en occuper. Il s'approcha de la fenêtre. L'obscurité avait déjà englouti la forêt, mais cette obscurité ne lui semblait plus hostile. Quelque part là-dehors, dans ces ténèbres, errait Gris. Jean pressa son front contre la vitre froide et dit doucement « Merci ». Il ne savait pas si le loup l'entendait, mais il était certain qu'il le sentait. Cette nuit-là, Jean dormit profondément, sans rêve. Pour la première fois depuis longtemps, il était réchauffé non seulement par le poil, mais aussi par la conscience que la terre sous ses pieds n'essayait pas de le tuer, elle exigeait simplement respect et attention. Et là-haut, sur le toit de la maison, invisible dans la nuit, était couchée une bête immense, la tête posée sur ses pattes, écoutant la respiration régulière de l'homme en bas, protégeant son étrange et fragile alliance avec cette créature qui sentait la fumée et le vieux bois. La vie sur le cap du silence, qui ressemblait jusqu'alors à une longue agonie, acquit un nouveau rythme, dicté non par des horloges humaines, mais par la pulsation de la chaleur émanant des entrailles de la terre. La serre géothermique troglodytique, encastrée dans la roche, devint pour Jean Dubois non seulement une source de racines médicinales, mais une nouvelle maison, un refuge où il transféra le centre de son existence. Le vieil atelier, exposé à tous les vents, ne servait plus que de dortoir, un point de passage froid. Le matin, à peine après avoir avalé son eau chaude, Jean rassemblait ses outils, enveloppait dans un chiffon le violon trouvé et se dirigeait vers la falaise. Le chemin, qui la première fois lui avait semblé mortellement dangereux, était devenu un pèlerinage familier. À l'intérieur du bunker, comme il appelait la serre en lui-même, régnait son propre microclimat. L'air y était humide, épais, sentant le soufre et la terre en décomposition, ce qui était un véritable baume pour ses poumons desséchés. Le vieil homme s'était fabriqué un établi improvisé avec des pierres plates et un morceau de contreplaqué trouvé. Ici, dans la chaleur, ses mains cessaient de trembler, et ses doigts, tordus par l'arthrite, retrouvaient leur force d'antan. Et la tisane de rhodiola rose qu'il buvait maintenant constamment faisait des merveilles. La douleur s'était retirée, laissant place à un calme clair et froid. Jean commença à travailler sur le violon. C'était une opération minutieuse. Il retirait délicatement le vieux vernis, recollait les fissures avec de la colle de poisson qu'il avait préparée avec les restes d'une prise, et parlait à l'instrument comme à un être vivant, lui promettant une nouvelle vie, une voix qui couvrirait le hurlement du vent. Gris, lui aussi, avait changé ses habitudes. Si auparavant il était un fantôme, n'apparaissant qu'à la limite de la visibilité, maintenant la chaleur qui s'échappait par les fentes de la maçonnerie de la serre l'attirait comme un aimant. Il avait élu domicile à l'extérieur, près d'une bouche d'aération où l'air chaud s'échappait, faisant fondre la neige. Une zone sans neige s'y était formée, un îlot de terre noire au milieu de l'océan blanc. Le loup y restait couché pendant des heures, enroulé sur lui-même, et son pelage gris se couvrait de gouttelettes de condensation. Jean le voyait à travers le verre armé trouble. Seuls quelques centimètres de blindage transparent les séparaient, mais entre eux se trouvait toujours un abîme de méfiance, celui de deux prédateurs, l'un vieux et rusé, l'autre sauvage et fort. Ils coexistaient en parallèle, s'efforçant de ne pas franchir les frontières invisibles, jusqu'à ce qu'un incident vienne rompre cette fragile neutralité. Cela se produisit le 4e jour après la découverte de la serre. Gris n'était pas apparu depuis 2 jours. Jean, occupé à polir le manche, se surprenait à jeter constamment un coup d'œil à la zone déneigée vide. L'anxiété, irrationnelle et poisseuse, l'empêchait de se concentrer. Il a dû crever. Se grommela-t-il, essayant d'étouffer la voix de l'espoir.
La forêt ne pardonne pas les erreurs. Mais vers le soir, alors que le soleil teignait déjà le ciel de la couleur d'une échymose, le loup revint. Il ne marcha pas, il se traîna. Ses mouvements avaient perdu leur fluidité royale. Il traînait les pattes, trébuchant sur un sol plat. Quand il s'approcha de la vitre, Jean recula, horrifié. Tout le côté gauche de sa gueule et son cou étaient couverts de sang séché brunâtre. La fourrure sur son épaule était arrachée par touffes, dévoilant une profonde plaie déchiquetée dont les bords commençaient déjà à suppurer. Ce n'était pas la marque d'un piège, mais celle d'un combat, une bataille féroce avec un adversaire de force égale, peut-être un jeune chef de meute qui l'avait banni, ou un lynx. Gris s'affala lourdement sur sa parcelle de terre, émettant un son semblable à un gémissement se transformant en grognement. Ses yeux, habituellement clairs et froids, étaient obscurcis par la douleur et la fièvre. Il commença à lécher sa blessure, mais chaque mouvement lui causait une agonie. Jean se tenait derrière la vitre, serrant un ciseau dans sa main. La raison lui disait, ne t'en mêle pas. C'est la sélection naturelle. S'il meurt, tu n'auras pas à partager ton territoire avec lui. Mais son cœur, ce même cœur qu'il avait autrefois poussé à sauver des instruments désespérés, disait autre chose. Le vieil homme fouilla dans ses réserves. Dans la trousse de premier secours trouvée dans la cache de son père, il y avait de la sulfadiazine en comprimé et un vieux tube d'un onguent antiseptique. Jean écrasa les comprimés en poudre, les mélangea avec les restes de graisse de mouton qu'il gardait pour lubrifier ses outils, et forma une boule compacte. L'opération s'annonçait risquée. Jean comprenait que s'approcher d'une bête blessée revenait à signer son propre arrêt de mort. La douleur rend n'importe qui agressif, même un homme, et à plus forte raison un loup. Il trouva une longue latte, cloua une planchette plate à son extrémité, fabriquant une sorte de pelle de boulanger. Ayant posé la boule médicinale dessus, il entr'ouvrit la lourde porte de la serre. L'air froid s'engouffra aussitôt, se mêlant à la vapeur. Gris réagit instantanément. Il bondit, malgré la douleur. Le poil de son échine se hérissa, et de sa gorge s'échappa un grognement sourd et guttural. Il retroussa les babines, prêt pour un dernier combat. Jean se figea. Il ne regardait pas la bête dans les yeux. Un regard direct aurait été un défi. Il regardait ses pattes. Lentement, centimètre par centimètre, il commença à pousser la latte vers l'extérieur, la faisant glisser sur la neige vers la zone déneigée. Doucement, mon grand, doucement, murmurait Jean, bien qu'il sût que les mots étaient impuissants ici. Ce n'est pas du poison, c'est de l'aide. Mange, idiot, ou tu vas pourrir. Le loup suivait du regard la planche en mouvement. Ses muscles étaient tendus comme des câbles d'acier. Lorsque la friandise se trouva près de sa gueule, il claqua brusquement des dents, mais sans mordre la main, il frappa la planche de son nez, reniflant la graisse. L'odeur du médicament ne lui plut manifestement pas. Il renifla, recula. Jean ne retira pas le bâton. Ils restèrent ainsi 1 minute, 2. Une éternité. Finalement, la faim et l'instinct de survie l'emportèrent. Gris lécha prudemment la graisse du bout de la langue. Sentant le goût de la viande, il avala la boulette avec avidité. Jean retira lentement la latte et referma la porte. Le loup ne se jeta pas sur la porte. Il se recoucha, posant sa tête sur son épaule saine et ferma les yeux. Le premier pas était fait. Mais la nature, comme si elle avait décidé de mettre à l'épreuve cette étrange alliance, leur préparait une nouvelle épreuve. Vers la nuit, le temps, déjà peu clément, se déchaîna complètement. Une tempête commença, comme Jean n'en avait jamais vu, même dans les hivers les plus rudes de son enfance. Le vent ne se contentait pas de hurler, il stridulait comme une scie circulaire s'enfonçant dans les rochers. La neige tombait en un mur si dense qu'il semblait que le monde derrière la vitre avait cessé d'exister, se transformant en un néant blanc. Le vieil atelier était sûrement déjà gelé jusqu'à la moelle. Y retourner aurait été un suicide. Jean décida de passer la nuit dans la serre. Il y faisait chaud, mais c'était effrayant. Le toit de verre, bien que solide, gémissait sous les assauts du vent. De lourdes couches de neige s'y accumulaient, menaçant d'écraser la structure. Jean cherchait fiévreusement des étais, plaçant des poutres sous les traverses les plus vulnérables. C'est alors qu'il entendit un grattement à la porte. Pas un coup, mais bien le grattement de griffes sur le métal. En ouvrant le volet intérieur du judas, il vit Gris. Le loup n'était pas couché sur sa parcelle.
Il était blotti contre la porte même du bunker. La neige le recouvrait. Il tremblait de tous ses membres. La blessure, le froid et la tempête le tuaient. Jean se trouvait face à un choix. Laisser entrer un prédateur dans un espace clos, où un homme n'a aucune issue, allait à l'encontre de toutes les lois de la survie. Mais le laisser là-bas signifiait tuer celui qu'il venait juste d'essayer de soigner. Imbécile, siffla Jean, retirant le verrou. Quel vieil imbécile je suis. La porte s'ouvrit violemment sous la poussée du vent, heurtant le mur. Gris s'effondra à l'intérieur avec des tourbillons de neige. Il ne se jeta pas sur Jean. Il était trop faible et effrayé par la puissance des éléments. Il passa en titubant devant le vieil homme, laissant des traces humides sur le sol en pierre, et alla se réfugier dans le coin le plus sombre et le plus éloigné de la serre, sous des étagères à outils, là où passait un tuyau d'eau chaude. Il s'y enroula en une boule serrée, cachant son nez sous sa queue, et se tut. Jean referma la porte avec difficulté, coupant le hurlement de la tempête. Un silence s'installa dans la serre, seulement troublé par le bouillonnement de la source et la respiration lourde des deux créatures. Toute la nuit, ils la passèrent dans la même pièce de moins de 20 mètres carrés. Jean était assis sur son tabouret près de l'établi, serrant sa hache dans sa main, n'osant pas fermer les yeux. Gris était couché dans son coin, tressaillant parfois dans son sommeil et gémissant doucement. Mais lorsque le vent à l'extérieur redoubla de violence au point qu'une des poutres craqua de manière menaçante, le loup leva la tête. Il ne hurla pas, ne paniqua pas. Il émit un grognement bas et vibrant en regardant le plafond. C'était un avertissement. Il sentait la vibration de la pierre mieux que l'homme. Jean comprit le signal, bondit et eut juste le temps de caler le support chancelant une seconde avant qu'une lourde plaque de neige ne s'effondre sur le toit à l'extérieur. Le verre tint bon. La bête s'était de nouveau installée dans le coin. À cet instant, dans la pénombre du souterrain, éclairée seulement par la faible lueur d'une lampe à pétrole, Jean comprit que la peur avait disparu. Il ne restait que la fatigue et un étrange sentiment de fraternité. Ils étaient deux naufragés, échoués sur le même radeau. Vers le matin, alors que la tempête commençait à faiblir, Jean s'assoupit sur son établi, la tête dans les bras. Il fut réveillé par un bruit. Gris se tenait près de la porte, attendant. Il ne grognait plus. Sa blessure avait séché, ses yeux s'étaient éclaircis. Jean ouvrit la porte, laissant sortir son invité. Le loup sortit, inspira l'air glacial, se retourna vers le vieil homme, juste un instant, et trottina vers la forêt. Dans son regard, il n'y avait pas de loyauté canine, mais la reconnaissance du droit à la vie. Jean ferma la porte, s'y adossa et, pour la première fois depuis longtemps, sourit en regardant son violon. Lui aussi, comme lui, avait une chance de résonner à nouveau. Pendant 3 jours, la tempête sur la mer d'Iroise ne faiblit pas un instant, transformant le monde en un chaos de glace volante et de vent qui ne sonnait plus comme un phénomène naturel, mais comme le cri monotone et infini d'une bête blessée. Le rideau de neige avait effacé les frontières entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit, ne laissant qu'une grisaille oppressante. À l'intérieur de la serre de pierre, devenue une arche au milieu de ce déluge de glace, Jean Dubois avait perdu la notion du temps. La lampe à pétrole se consumait, projetant de longues ombres dansantes sur les vitres couvertes de givre, et l'air, qui sentait habituellement la terre et les roses, était maintenant imprégné d'anxiété. Le vieil homme était assis à son établi improvisé, grattant machinalement les cordes du violon inachevé, mais ses pensées étaient loin de la musique. Gris, qui s'était reposé dans son coin chaud pendant tous ces jours, avait soudainement changé. S'il ressemblait auparavant à une statue de pierre, la bête s'était maintenant transformée en une boule d'énergie nerveuse. Il ne tenait plus en place, se levant, faisant le tour de l'espace exigu, se recouchant, pour se relever aussitôt. Ses oreilles, habituellement bien plaquées ou détendues, tournaient maintenant constamment comme des radars, captant des sons inaccessibles à l'oreille humaine à travers le hurlement de la tempête. À un moment donné, il s'approcha de la lourde porte d'entrée, colla son nez dans une fente et émit un son qui fit tomber l'instrument des mains de Jean. Ce n'était ni un hurlement, ni un gémissement, mais un aboiement court et sec. Un son d'alarme, d'avertissement, d'appel. Le loup se tourna vers le vieil homme, ses yeux d'ambre brûlant d'impatience et d'une étrange et effrayante insistance. Puis il gratta de nouveau la porte en métal avec ses griffes. Jean, dont les articulations lui faisaient si mal à cause du temps qu'il avait envie de crier, tenta de chasser cette obsession. « Dors, idiot !» cracha-t-il. « Dehors, c'est la mort. Personne ne se promène là-bas. »
Mais Gris ne se calmait pas. Il courut vers Jean, lui tira le pantalon, pas méchamment, mais de manière sensible, et se précipita de nouveau vers la porte. Ce comportement était si inhabituel pour ce fier solitaire que Jean comprit que, là dehors, dans l'abîme blanc, il se passait quelque chose qui violait les lois de la forêt. L'intuition du vieux maître, habitué à déceler la fausseté d'un son, lui dit que c'était la nature elle-même qui sonnait faux. Si le loup demandait à sortir dans un ouragan, c'est que la raison était plus forte que la peur de la mort. Jean soupira lourdement, comprenant qu'il signait peut-être son arrêt de mort. Il commença à se préparer, enfilant tout ce qu'il avait, 2 pulls, un pantalon ouaté, et par-dessus, une toile de bâche coupe-vent. Au pied, il enroula des bandes de peau de lièvre supplémentaires. Le plus important était l'équipement. Marcher avec de la neige jusqu'à la taille était impossible. Jean trouva dans un coin une vieille tôle de toiture au bord replié, y attacha une corde. Cela devint une sorte de traîneau primitif. Dans sa poche, il glissa une lampe torche, à sa ceinture, un couteau de chasse et une pelote de corde solide. « Alors, guide-moi, mon brave. » lança-t-il au loup en retirant le verrou. Le vent arracha la porte avec une telle violence qu'elle faillit sortir de ses gonds. Gris se dissolut instantanément dans la brume blanche. Les premiers pas furent difficiles pour Jean. Le vent le frappait de plein fouet, essayant de le renverser. La neige lui collait aux lunettes, lui coupant le souffle. Il ne voyait rien à plus d'un bras de distance. Son seul repère était le dos sombre du loup, qui apparaissait et disparaissait dans les tourbillons de neige, mais se tenant toujours à portée de vue, se retournant et attendant que le vieil homme, s'enfonçant dans les congères et traînant sa tôle de fer bruyante, le rattrape. Il ne se dirigeait pas vers la forêt, mais vers la mer, là où les falaises tombaient à pic dans l'eau gelée, dans une zone que les locaux appelaient la dent du diable à cause de ses crevasses perfides. La distance n'était pas grande, peut-être 300 mètres, mais dans de telles conditions, ce fut un marathon. Le cœur de Jean battait quelque part dans sa gorge. Chaque inspiration lui brûlait les poumons de froid. Soudain, Gris s'arrêta près d'un petit congère anodin, formé par le vent au pied d'un rocher. Le loup se mit à creuser avec frénésie. La neige volait dessous ses pattes en une fontaine. Jean, chancelant de fatigue, s'approcha, éclaira avec sa torche dont le faisceau peinait à percer l'obscurité. Au début, il ne vit que de la neige, mais ensuite, quand le loup recula, quelque chose d'une couleur anormalement vive, orange, apparut dans la lumière. Ce n'était pas une couleur de la nature, c'était la couleur du synthétique. Jean tomba à genoux à côté du loup et commença à déblayer la neige avec ses mains, ne sentant plus le froid. Sous la couche de neige durcie apparut la capuche d'une veste d'alpinisme moderne et chère. Un homme. Son visage était caché par un masque et des lunettes, mais sa posture, celle d'un embryon, indiquait qu'il avait tenté de conserver les dernières miettes de chaleur. Jean retira les lunettes de l'inconnu. Ses yeux étaient fermés, ses cils couverts de givre. Sa peau avait une pâleur cireuse avec une teinte bleutée. C'était un jeune homme, d'une trentaine d'années tout au plus. Même dans cet état de quasi-mort, son visage laissait transparaître des traits d'obstination et un certain désarroi enfantin. L'équipement coûteux, la veste à membrane, les chaussures en plastique pour l'alpinisme hivernal, une montre chronomètre sophistiquée au poignet, trahissaient un citadin, peut-être un touriste amateur de sports extrêmes ou un scientifique qui avait beaucoup d'argent mais peu d'expérience de la survie dans le Grand Nord. À côté de lui, à moitié enseveli, se trouvait un étrange appareil à l'écran brisé et doté d'une longue antenne. Un géoradar. Léo, c'était le nom de ce garçon, bien que Jean ne l'apprendrait que plus tard, était un géologue passionné, à la recherche de ces anciennes veines aquifères dont il avait lu l'existence dans des archives. Vivant, murmura Jean, collant son oreille à la poitrine du garçon à travers les couches de vêtements. Le cœur battait faiblement, à peine perceptible, comme celui d'un poisson endormi sous la glace. Il était en train de geler. C'était une question de minutes. Le plus terrible restait à faire. Jean, un vieil homme avec un cœur malade et de l'arthrite, devait charger le corps d'un homme adulte sur son traîneau et le tirer jusqu'à son refuge, contre le vent. Il retourna le garçon sur le dos. Il gémit, mais ne reprit pas conscience. À l'aide de la corde, Jean l'attacha à la tôle de fer, s'efforçant de fixer ses bras et ses jambes pour qu'il ne traîne pas dans la neige. Chaque mouvement coûtait des années de vie à Jean. Quand il se redressa, tout devint noir devant ses yeux. Il passa la boucle de la corde sur ses épaules, comme un haleur de barge, et fit un premier pas. Le traîneau bougea à contre-cœur,
raclant les pierres cachées sous la neige. C'était une torture. Le vent le frappait maintenant au visage, comme si la mère d'Iroise elle-même ne voulait pas rendre sa victime. Jean marchait, penché en avant à un angle de 45 degrés, haletant et maudissant tout l'univers. Gris n'aidait pas à tirer. Il n'avait ni harnais ni la compréhension de la mécanique pour cela. Mais il faisait autre chose. Il courait en large cercle autour de Jean qui avançait lentement, chassant les esprits invisibles de la tempête. Parfois, il s'arrêtait, regardant dans l'obscurité de la forêt, et grognait sourdement, le poil hérissé. Y avait-il d'autres loups, attirés par l'odeur d'une vie qui s'affaiblissait, ou n'était-ce qu'un jeu d'ombre? Jean l'ignorait, mais la présence de ce gardien lui donnait la force de ne pas tomber. Encore un peu. Ce rocher là-bas. Encore 10 pas, se murmurait Jean, sentant un goût de sang dans sa bouche. La corde lui cisaillait les épaules, coupant la circulation. Ses jambes étaient devenues de plomb. Le garçon sur le traîneau semblait plus lourd que le plomb. À un moment, Jean glissa et tomba le visage dans la neige. Il aurait voulu rester là. La chaleur, le calme, l'obscurité l'attiraient. Pourquoi? Pourquoi sauver un étranger quand on est soi-même au bord du gouffre? Mais il sentit alors un souffle chaud et humide sur son oreille. Gris se tenait au-dessus de lui, lui poussant la joue de son museau, puis le mordilla douloureusement à l'épaule à travers sa veste. Debout, disait cette morsure. Debout, vieux diable. On n'a pas survécu à tout ça pour crever maintenant. Jean grogna en retour, rassembla ses dernières forces et se releva. Devant lui, à travers le blizzard, la faible lueur de la lampe laissée à la fenêtre de la serre se mit à briller. C'était devenu le phare de son univers. Les derniers mètres, Jean les parcourut dans un demi-délire. Il ne se souvenait pas comment il avait traîné le traîneau jusqu'à la porte, comment il s'était effondré à l'intérieur, comment il avait tiré le corps de Léo au chaud, laissant derrière lui une traînée humide. Il se souvenait seulement de s'être écroulé sur le sol à côté du garçon, happant l'air épais et odorant de la terre, tandis que Gris se couchait à côté, posant sa lourde tête sur ses jambes, et pour la toute première fois, lui lécha la main de sa langue chaude et rêche comme du papier de verre. Ils avaient vaincu l'abîme blanc, à 3. Le réveil de Léo fut comme une remontée des grandes profondeurs. D'abord, la pression de l'eau glacée sur sa poitrine disparut, puis, à travers le noir, un son perça, un bouillonnement rythmique et apaisant, rappelant le battement du cœur de la terre-mère. Et enfin, vint l'odeur. Ce n'était pas l'odeur stérile d'un hôpital ni le froid mort de la neige, mais un arôme dense et riche de soufre, de mousse humide et de quelque chose d'insaisissablement sucré, semblable à une rose fanée. Léo ouvrit les yeux, mais au lieu du plafond blanc d'une salle de réanimation, il vit au-dessus de lui une voûte de pierre brute et couverte de condensation, à travers laquelle filtrait une lumière laiteuse et tamisée. Il essaya de bouger, et son corps répondit immédiatement par un millier d'aiguilles de douleur, comme si le sang, en revenant dans ses veines engourdies, transportait du verre pilé. Il était allongé sur quelque chose de dur mais de chaud, recouvert d'une montagne de vieux manteaux ouatés et de peau. Une tentative pour lever la main déclencha la panique. Ses mains ne sentaient rien. Elles avaient été transformées en 2 cocons blancs et informes de bandages et de chiffons. La peur, poisseuse et froide, submergea sa conscience. Pour un géologue, dont le travail exige de la précision, et pour un ancien musicien, dont l'âme vivait au bout de ses doigts, la perte des mains était pire que la mort. Un râle étranglé, mélange de gémissements et de questions, s'échappa de sa gorge. Doucement, jeune homme, doucement. Tu n'es pas en enfer, même si tu n'en étais pas loin, retentit une voix basse et rauque. Dans son champ de vision apparut le visage d'un vieil homme. Jean Dubois ressemblait à un ancien esprit de la forêt, une barbe grise hirsute, des rides profondes où la suie s'était incrustée, et des lunettes à la branche cassée derrière lesquelles se cachaient des yeux vifs et intelligents. Jean se pencha sur le rescapé, tenant une tasse en terre cuite. Bois, ce n'est pas du poison, c'est de la vie. Léo, obéissant au ton autoritaire, prit une gorgée. Le liquide était amer, astringent, mais chaud. C'était la tisane de rhodiole rose. La chaleur descendit le long de son œsophage, relançant le mécanisme arrêté de son corps. Léo toussa et put enfin fixer son regard sur son sauveur. Dans le coin, derrière le vieil homme, il remarqua un mouvement. Là, derrière une vitre épaisse et embuée, une immense ombre grise aux yeux jaunes flamboyants passa. Un loup. Les souvenirs de la tempête de neige,
des mains fortes de quelqu'un et du souffle chaud d'une bête sur son visage l'envahirent comme une avalanche. « Où suis-je » murmura-t-il, articulant à peine. « Au cœur de la pierre » répondit Jean, changeant la compresse sur le front du garçon. « Nous sommes au cap du silence. Et toi, apparemment, tu y cherchais ta mort, mais tu nous as trouvés. » Les 2 jours suivants se passèrent dans un brouillard de semi-conscience et de lent retour à la réalité. Léo, dont le nom complet était Léo Martin, s'avéra être un homme au destin complexe, ce qui se lisait même sur son visage épuisé par la maladie. Il avait 28 ans, mais en paraissait plus à cause d'un pli sévère entre ses sourcils et d'un réseau de rides précoces autour de ses yeux, le sceau d'un homme qui réfléchit trop et dort trop peu. Il avait le visage d'un intellectuel, fin, avec des pommettes ôtées et un nez droit, mais il était maintenant buriné au point de ressembler à du parchemin. Ses mains, même cachées sous les bandages, se devinaient être celles d'un pianiste ou d'un violoniste, de longs doigts nerveux qui reposaient maintenant impuissants sur la couverture. Léo était hydrogéologue, obsédé par une théorie sur les aquifères reliques cachés sous le granit de Bretagne. Il avait fui Paris, ses intrigues académiques et un mariage raté pour prouver sa théorie, mais avait surestimé ses forces et sous-estimé la fureur de la mer d'Iroise. « Je pensais que la technologie résoudrait tout », confia-t-il à Jean le 2e jour, quand il put s'asseoir. « J'avais le meilleur géoradar, un téléphone satellite, mais il s'est avéré que contre le blizzard, ce ne sont que des morceaux de plastique. » Sa voix était empreinte de l'amertume de la capitulation, propre aux personnes dont l'orgueil a été brisé par les éléments. Mais ce qui inquiétait le plus Léo, c'étaient ses mains. Lorsque Jean changeait les pansements, le garçon se détournait, craignant de voir les taches noires de la nécrose. Heureusement, les engelures étaient graves, mais pas fatales. La peau était violacée, couverte d'ampoules. La sensibilité revenait avec une douleur atroce, mais les doigts étaient vivants. « Tu pourras jouer », grommelait Jean en appliquant un onguent malodorant de sa propre fabrication sur les brûlures. « Pas du Rachmaninoff tout de suite, bien sûr, mais tu pourras tenir une cuillère. » Le mot « jouer » frappa Léo. Il regarda avec surprise l'établi du vieil homme, où, à la lumière de la lampe, reposait un violon. C'était le vieux violon d'études français que Jean avait restauré. Les fissures étaient recollées, le manche redressé, le corps fraîchement verni avec une laque fabriquée à partir de résine et de propolis, ce qui donnait à l'instrument une teinte ambrée foncée. Le violon ressemblait à un vétéran revenu de la guerre, avec ses cicatrices mais prêt au combat. « Vous êtes luthier » demanda Léo. « Je l'ai été, autrefois », répondit Jean en essuyant la table d'harmonie avec un chiffon doux. « Je réparais l'âme des instruments à l'Opéra Garnier, et maintenant, je répare du bois de chauffage dans la forêt. » Un silence chargé d'une compréhension tacite s'installa entre eux. 2 fugitifs du grand monde, 2 hommes dont la vie était liée à la musique et à la précision, se retrouvaient dans un trou au milieu d'un désert de neige. Le soir du 3e jour, alors que la tempête dehors s'était enfin calmée, laissant derrière elle un silence cristallin et vibrant, l'atmosphère dans le bunker changea. Léo, qui se sentait mieux, était assis, le dos appuyé contre le mur de pierre chaud, et regardait le violon avec une nostalgie non dissimulée. Ses mains bandées reposaient sur ses genoux comme 2 objets étrangers. « J'ai abandonné le conservatoire, » dit-il soudain à voix basse, en 3e année. « J'ai décidé que la science était plus importante, que la musique n'était pas sérieuse. Et maintenant ? Maintenant je donnerais tout pour produire un seul son pur. » Jean le regarda par-dessus ses lunettes. Il voyait cette soif, cette faim de beauté qui est parfois plus forte que la faim physique. Le vieil homme se leva en silence, prit le violon et l'archait. Il n'avait pas joué depuis des mois. Ses doigts avaient perdu leur agilité d'antan, ses articulations le lançaient, mais cela n'avait plus d'importance. Il porta l'instrument à son épaule, pressa sa joue contre la mentonnière, comme pour étreindre un vieil ami, et ferma les yeux. Le premier son fut strident, grinçant, comme si l'instrument toussait pour s'éclaircir la gorge après un long silence. Léo tressaillit, mais ensuite Jean guida l'archet avec plus d'assurance, et le violon se mit à chanter. Il ne jouait pas de classique complexe. C'était une mélodie simple et poignante, une improvisation née ici et maintenant. On y entendait le crissement de la neige sous les pas, le gémissement du vent dans le tuyau du poêle, le craquement des branches qui se brisent et la solitude. Le son était profond, un peu sourd à cause de l'épaisse couche de vernis, mais il y avait une telle honnêteté que Léo en eut le souffle coupé. Le violon racontait l'histoire de leur survie, une histoire de douleur et d'espoir. Jean jouait, se balançant en rythme.
Son visage s'était lissé, les années et les rancœurs avaient disparu. Il ne restait que le créateur. La musique emplissait l'espace exigu du sac de pierre, se reflétait sur le mur de verre, s'infiltrant à l'extérieur dans la nuit glaciale. Et c'est alors qu'un miracle se produisit, un miracle que personne n'attendait. Dehors, derrière la vitre épaisse, où Gris était couché sur sa parcelle de terre, un son retentit. D'abord, ce fut un gémissement léger, semblable aux pleurs d'un enfant. Jean ne s'arrêta pas. Il ne fit qu'augmenter légèrement la pression de l'archet, tirant une note haute et vibrante. Et alors le loup se mit à chanter. Il leva sa gueule vers le ciel étoilé et se mit à hurler, un hurlement long, puissant, dans la même tonalité que le violon. Ce n'était pas un hurlement de faim ou de menace. C'était un chant. Un chant aussi ancien que ce granit. Un chant sur la lune, sur le froid, sur la fraternité du sang. La voix de la bête et la voix de l'instrument en bois s'entrelacèrent en une harmonie unique, en un duo sauvage et magnifique. Le violon pleurait de manière humaine, et le loup lui répondait avec la voix de la nature. Cette symphonie vous transperçait. Léo, assis sur le sol, sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Il n'en avait pas honte. À cet instant, quelque chose se brisa en lui. Le barrage de cynisme et de rationalité qu'il avait construit pendant des années céda. La douleur dans ses mains s'estompa. Il ne resta qu'une émotion pure et vibrante. Il comprit qu'il n'avait pas perdu la musique. Elle était là, vivante, réelle, n'exigeant ni diplôme ni salle de concert. Jean baissa l'archet. La dernière note resta suspendue dans l'air et se dissipa lentement dans la vapeur de la source. Dehors, Gris se tut également, reniflant simplement, libérant un nuage de vapeur, et posa sa tête sur ses pattes, regardant dans l'obscurité de la forêt avec un calme philosophique. Le silence revint dans le bunker, mais il n'était plus oppressant, il était chargé de sens. Léo leva ses yeux brillants de larmes vers le vieil homme. « Merci » murmura-t-il. Ce n'était pas un merci pour lui avoir sauvé la vie, mais pour avoir sauvé son âme. Jean posa délicatement le violon sur l'établi, comme un vase de cristal. « Ce n'est pas moi » dit-il en hochant la tête vers la fenêtre où l'on devinait la silhouette du loup. « C'est nous. Nous tous. Toi, moi, lui. Nous sommes maintenant une seule meute, Léo. Et une meute hurle ensemble. » Cette nuit-là, Léo dormit pour la première fois d'un sommeil paisible, sans cauchemar de la brume blanche. Il rêva que ses mains étaient débarrassées de leurs bandages et qu'il jouait sur un piano à queue posé directement sur la neige, tandis qu'autour de lui, des loups étaient assis et écoutaient. Et les touches sous ses doigts étaient chaudes, comme de la chair vivante. Jean, lui, ne dormit pas. Il était assis près de l'établi, regardant le garçon endormi et l'instrument. Il comprenait que cette rencontre n'était pas un hasard. Ce garçon, ce géologue brisé, ne lui avait pas été envoyé comme un fardeau, mais comme un espoir. Peut-être serait-il celui qui empêcherait l'histoire du cap du silence de disparaître sous la neige. Et Gris était le gardien de cette histoire. Le trio était formé. Et bien qu'un long hiver les attendît encore, et que les bandages sur les mains de Léo dussent être changés plus d'une fois, dans ce cœur de pierre, le printemps s'était déjà installé. Un printemps né de la musique et de la compassion. Le printemps en Bretagne n'arriva pas avec le chant doux des oiseaux ou le parfum des fleurs, mais avec un fracas rappelant une canonnade d'artillerie. C'était la glace qui se brisait sur la mer d'Iroise. D'énormes blocs de glace, empilés les uns sur les autres tout l'hiver, cédaient maintenant sous la poussée de l'eau sombre et libérée. Et ce son, majestueux et effrayant, devint l'ouverture d'une nouvelle vie sur le cap du silence. La neige, qui semblait encore hier un linceul éternel, commença à fondre, à noircir et à se retirer, dévoilant le squelette de la terre, les rochers humides, les aiguilles de pin décomposées de l'année précédente et les pousses tenaces de mousse. L'air changea. La sécheresse stérile et glaciale laissa place à une odeur dense et humide d'eau de fonte, de bois mouillé et de sol en éveil. Pour Jean Dubois, ces changements signifiaient non seulement la fin de la lutte pour la survie, mais aussi le début d'une étrange et poignante mélancolie, dont il craignait encore de s'avouer la cause. La vie dans le vieil atelier et la serre de pierre était entrée dans une routine presque confortable. Léo, dont les mains étaient enfin libérées de leurs bandages encombrants, bien que la peau de ses doigts restât fine, rose et sensible comme celle d'un nouveau-né, se révéla être un homme d'action, incapable de rester inactif. Son esprit d'ingénieur, affûté pour résoudre des problèmes géologiques, cherchait maintenant à s'appliquer au quotidien. « Vous savez, Jean,
dit-il un matin en examinant le système de tuyauterie de la serre, nos ancêtres étaient des génies, mais nous pouvons faire mieux. Léo, malgré des douleurs articulaires périodiques, entreprit de moderniser leur refuge. Utilisant les outils de la cachette du père de Jean et des pièces trouvées dans la carcasse d'un vieux tracteur à moitié démonté dans la grange, il accomplit un petit miracle technique. Il dériva une partie du flux de la source géothermique à travers un système de radiateurs artisanaux directement dans la maison d'habitation. Pour la première fois depuis des décennies, il faisait vraiment chaud dans le vieil atelier, sans avoir besoin de brûler du bois 24 heures sur 24. Léo travaillait avec l'acharnement d'un homme qui tente d'expier une faute. La faute envers lui-même pour la faiblesse manifestée dans la tempête. Il nettoya la cour des détritus, répara le porche qui s'était effondré et fabriqua même une girouette avec une tôle qui grinçait maintenant joyeusement au vent. Jean l'observait avec approbation, voyant en ce garçon ce qui manquait tant à son propre fils Stéphane, le respect du travail et la capacité de créer, et non de consommer. Mais si Léo s'épanouissait avec le printemps, le troisième membre de leur étrange alliance, Gris, commençait à s'éloigner. Cela se fit progressivement. D'abord, le loup cessa de passer la nuit près de la bouche d'aération chaude de la serre. Ces traces, qui auparavant sillonnaient la cour chaque matin, devinrent de plus en plus rares, puis disparurent complètement. La forêt, libérée de la neige, devenait praticable. Le gibier sortait de ses abris, et le prédateur n'avait plus besoin de l'aide de l'homme. La dernière fois que Jean l'avait vu, c'était une semaine auparavant, une ombre grise qui avait traversé la lisière et s'était aussitôt dissoute dans le crépuscule. Le vieil homme comprenait intellectuellement que c'était ainsi que les choses devaient se passer. La loi de la jungle dit, tu te soignes, tu reprends des forces, et tu pars. Pas de sentimentalité, pas de longs adieux. Mais son cœur, ce cœur traîtreusement humain, lui faisait mal. Jean sortait souvent sur le porche, s'asseyait dans son fauteuil à bascule, bourrait sa pipe des restes de tabac et regardait longuement en direction de la forêt, espérant voir la silhouette familière. Cette présence silencieuse lui manquait. La sensation d'avoir son dos couvert par quelqu'un de fort et d'honnête lui manquait. Léo, voyant l'état du vieil homme, essayait de le distraire avec des conversations sur l'avenir, sur son retour à Paris et sur les meilleurs médecins qu'il ferait venir ici. Mais Jean ne faisait que balayer ses propos d'un geste de la main. Il n'avait pas besoin de médecin. Il avait besoin de savoir que son ami était en vie. Un matin, alors que le brouillard sur la mer était si épais que la maison semblait flotter dans les nuages, Jean se réveilla avec une étrange sensation. C'était calme, trop calme. Il enfila sa veste, prit ses jumelles, de vieilles jumelles de marine à l'optique lourde que Léo avait nettoyées de la moisissure, et sortit. L'air était frais et vibrant. Le soleil commençait à peine à percer le voile laiteux, dorant la cime des pins. Jean dirigea instinctivement ses jumelles vers l'endroit où il avait vu Gris pour la première fois, sur la crête de l'arête rocheuse qui dominait la vallée, et il en eut le souffle coupé. La pierre n'était pas vide. Là, sur fond de soleil levant, il se tenait. Gris. En quelques semaines, il avait changé. Sa fourrure d'hiver emmêlée commençait à tomber, laissant place à un nouveau pelage plus lisse et plus sombre. Il n'avait plus l'air d'un vagabond émacié. Ses flancs s'étaient arrondis, ses muscles se dessinaient sous sa peau, et sa posture dégageait l'assurance d'un alpha. Mais le plus important, c'est qu'il n'était pas seul. À côté de lui, légèrement en retrait, se tenait une louve. Elle était nettement plus petite que Gris, d'une constitution plus gracieuse, avec une fourrure d'une teinte inhabituelle gris-roux, rappelant la couleur de l'écorce de pin sèche. Ses oreilles frémissaient nerveusement, captant chaque son, et ses yeux, étroits et méfiants, balayaient l'espace autour de la maison. C'était sa compagne. Jean la nomma mentalement Sarah, bien qu'il sût que donner des noms aux bêtes sauvages était une habitude stupide. Elle paraissait jeune, forte et totalement sauvage, non touchée par l'étrange trêve qui liait Gris aux humains. Elle ne faisait pas confiance à cet endroit. Elle ne faisait confiance qu'à son chef. Et à leurs pattes, créant un mouvement agité, s'ébattaient 3 boules de fourrure, des louveteaux. Ils devaient avoir 2 mois, pas plus. Maladroits, ventrus, avec des yeux de chiots encore bleutés et des oreilles trop grandes pour leur tête. L'un d'eux, le plus hardi, tenta de dévaler la pierre, mais la louve le saisit doucement mais fermement par la peau du cou et le remit à sa place. Jean baissa ses jumelles, sentant une larme qu'il n'avait pas appelée rouler sur sa joue. Il avait tout compris sans un mot. Gris n'était pas venu demander de la nourriture. Il n'était pas venu chercher de la chaleur. Il était venu montrer.
C'était un geste de la plus grande confiance et, en même temps, d'une séparation définitive. Le loup avait amené sa famille pour la présenter à celui qui l'avait aidé à survivre. Mais il était resté sur la falaise, à une hauteur inaccessible. Il disait, « Regarde, je suis vivant. J'ai vaincu. J'ai une meute et ma place n'est plus là, près de ton foyer. » Léo, qui était sorti sur le porche derrière lui, se figea également en voyant cette scène. Il voulut dire quelque chose, s'émerveiller, peut-être même courir chercher son appareil photo, mais Jean posa une main sur son épaule, la serrant fermement. « Pas la peine, » dit doucement le vieil homme. « Ne les effraie pas. » C'est un moment pour le silence. Gris, comme s'il sentait que son message avait été reçu, regarda Jean droit dans les yeux. Même à une centaine de mètres de distance, le vieil homme sentit la force de ce regard, calme, sage et d'adieu. Le loup grogna brièvement, donnant un ordre. La louve se retourna aussitôt et, poussant les louveteaux du museau, commença à descendre le versant opposé en direction du fourré dense. Gris s'attarda une seconde de plus. Il leva la tête, inspira l'odeur de la fumée de la cheminée de la maison qui lui avait sauvé la vie. Puis il se retourna et, lentement, sans un regard en arrière, suivit sa famille. Sa queue était portée haute. Sa démarche était légère. Il partait dans son monde, un monde sans murs, sans vitres et sans médicaments, mais où il y a la liberté. Lorsque la dernière queue grise disparut derrière les rochers, Jean sentit un poids énorme tomber de son âme. Ce n'était pas une trahison, c'était le triomphe de la vie. Son ami avait retrouvé son trône. Tout le reste de la journée, Jean fut silencieux. Il était assis dans l'atelier, pinçant les cordes de son violon, mais sans jouer. Léo, comprenant l'état de son mentor, ne le harcelait pas de questions. Il s'occupa de réparer un vieux poste de radio, essayant de capter une onde du monde extérieur. Vers le soir, l'éther crépita et, à travers les parasites, la voix d'un présentateur de nouvelles perça. C'était le premier son de la civilisation depuis des mois, et il parut à Jean étranger, artificiel. « Léo, dit-il soudain en regardant par la fenêtre la crête vide, tu vas bientôt partir. Tu as ta thèse, la science, ta vie, là-bas. » Léo posa son fer à souder. « Je ne vous abandonnerai pas ici, Jean. Je m'arrangerai pour qu'on vienne vous chercher. » « Non, » l'interrompit fermement le vieil homme. « Je n'irai nulle part. Ma maison est ici, et mon travail est ici. » Il désigna du menton une pile de vieilles planches qu'il prévoyait de transformer en nouvelle table d'harmonie. « Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Quelque chose d'important. » Léo hocha la tête, prêt à exécuter n'importe quelle demande. Jean s'approcha de la table, prit une feuille de papier et commença à écrire. Ce n'était pas une liste de courses ni une lettre à son fils. C'était un plan. Le plan pour transformer ce lopin de terre abandonné en un lieu où personne n'oserait tirer. Gris est parti, mais il reviendra, dit Jean. Pas pour moi, pour cette terre. Et quand il reviendra, il faut que ce soit sûr pour lui et pour les petits qui étaient avec lui. Dehors, le crépuscule s'épaississait. La forêt se dressait, mur sombre et silencieux. Mais elle n'effrayait plus Jean. Il savait maintenant que dans cette obscurité battait un cœur vivant. Le cœur d'une meute, dont une parcelle resterait à jamais dans sa propre poitrine. Le printemps s'installa définitivement, emportant les traces de l'hiver mais laissant des marques dans la mémoire, aussi profondes que des empreintes de pattes sur la neige humide. Les derniers jours de Léo au cap du silence furent remplis d'une activité fébrile. Mais ce n'était plus une lutte pour la survie physique, mais une bataille de paperasse, intellectuelle, dont l'issue déterminerait l'avenir de cette région austère. Le bureau du père de Jean, encombré de plans et de vieilles factures, se transforma en quartier général. Léo, armé d'une loupe et de patience, fouilla les archives conservées dans des boîtes en fer blanc. Il cherchait ce que le jargon juridique appelle un précédent, et le langage humain, la justice. Et il le trouva, au fond de la plus vieille caisse, sous une pile de journaux jaunis de 1980. C'était un document sur papier timbré épais avec des sceaux violets délavés, un acte de transfert de terre du fonds forestier en jouissance perpétuelle pour l'exercice de l'artisanat traditionnel et la protection des ressources naturelles. Le document stipulait noir sur blanc que la terre était cédée non pas à une famille, mais au maître artisan exerçant une activité de préservation de la forêt et de travail du bois. Il y avait une clause, écrite en petits caractères, que Léo lut à haute voix à Jean,
la voix tremblante d'excitation, en cas de cessation de l'activité principale, la parcelle sera restituée au domaine public. L'aliénation et la vente à des tiers pour la construction résidentielle sont interdites. Vous comprenez ce que ça veut dire, Jean? Les yeux de Léo brillaient derrière ses lunettes. Votre fils Stéphane ne peut pas vendre cet endroit pour un lotissement de villa. Il n'a absolument aucun droit dessus, parce qu'il n'est pas artisan. Il n'est rien pour cette terre. Mais vous, vous êtes l'artisan. Vous avez restauré l'atelier. Vous vivez et travaillez ici. Légalement, tant qu'un rabot résonne et qu'un violon joue ici, cette terre est intouchable. Jean écoutait en silence, suçant sa pipe éteinte. Une vague d'immense soulagement, mêlée à une ironie amère, montait en lui. La vieille bureaucratie française, que tout le monde critiquait, devenait soudain un rempart contre la cupidité moderne. Alors, je ne suis pas juste un vieux à la campagne, sourit-il. Je suis un site stratégique. Le jour du départ de Léo fut ensoleillé et venteux. La mer d'Iroise était agitée, projetant des crêtes d'écume sur le rivage. Mais le bateau, envoyé par son institut pour récupérer le géologue après que Léo eut enfin réussi à contacter la civilisation avec sa radio réparée, fendait les vagues avec assurance. Sur le quai se tenaient deux hommes. Jean, s'appuyant sur sa canne, bien que ses jambes ne lui fissent plus aussi mal depuis longtemps, et Léo, bronzé, le visage buriné, ne ressemblant en rien au jeune homme mourant que Gris avait déterré de la neige. Léo ne voulait pas partir. Cela se lisait dans chacun de ses gestes, dans la façon dont il hésitait à jeter son sac à dos à bord. « Je reviendrai, Jean, dit-il fermement, couvrant le bruit du moteur et du vent. Je m'occuperai de tous les papiers. Nous en ferons une station d'observation officielle, le